Mesdames, Messieurs, je vous salue avec beaucoup de plaisir. C'est le magazine Expression qui nous réunit et qui réunit ici des experts pour vous éclairer. Alors éclairer à la fois la communauté professionnelle et éclairer l'opinion tout court sur ce qui se passe dans l'univers immobilier et singulièrement dans l'univers du logement, dans l'univers résidentiel, à une période très particulière de notre pays. Nous vivons une crise encore sanitaire, déjà économique, probablement sociale aussi, et ce secteur d'activité qui, d'une manière générale, intéresse à longueur de temps les ménages français, les intéresse encore plus. Et il se pose légitimement toutes les questions possibles, imaginables sur que va-t-il se passer sur les prix. Est-ce que réellement le secteur d'activité va échapper à l'austérité qui va affecter l'ensemble des secteurs? Quelles sont ces logiques, ces mécanismes? Peut-être aussi quel regard de l'État, de la décision publique sur ce secteur. Et puis, je vais mettre les pieds dans le plat, comme observateur. J'ai l'impression qu'on entend des messages contradictoires. On entend des diagnostics, des constats depuis le début du confinement, le début du déconfinement, qui sont très optimistes, très favorables. Et ce secteur, décidément, échapperait presque de manière étonnante à la crise, à ses impacts. On entend des diagnostics qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui sont plus sombres, sans être pessimistes, mais qui, de manière clinique, observent qu'il y a des impacts négatifs. Alors, pour y voir clair, on a réuni 4 voix, 4 regards différents, complémentaires. Je commence par présenter Jeanne Massa. Elle est la patronne fondatrice d'Habiteo. Elle sera dans cette table ronde, si elle le veut bien, la voix du logement neuf, de la construction, parce qu'elle nous rappellera le métier d'Habiteo, mais c'est clairement son domaine, que la commercialisation des logements neufs. Stéphane Fries, à son côté, il est le patron, le DG de Guy Hockey, l'un des principaux réseaux d'agences immobilières, avec aussi un intérêt pour la gestion, mais on va beaucoup parler de transactions. On peut bien dire que c'est aujourd'hui une enseigne qui est dans le giron du groupe Citia. Voilà. À mon côté, alors droit, et quand on me regarde, c'est à gauche, c'est Philippe Taboret, le DGA de CAFPI. Une voix qui porte, voilà, qu'on entend souvent avec la plus grande franchise. Donc il s'inscrit bien dans cette table ronde. On a voulu, je vous le donne comme cahier des charges, la plus grande authenticité. Et il n'y a pas de tabou. Le dernier débatteur, il se distingue aussi par son franc-parler, c'est le président de la Fédération nationale de l'immobilier, Jean-Marc Torolion, bien sûr lui-même pour être à la tête de cette fédération professionnelle, de la transaction, de l'administration de biens, et à vous 4, avec les questions que je vais vous poser, qui, je pense, vont être les questions qu'on se pose, tout simplement. Je vais vous demander de nous éclairer sur ce qui se passe. Alors, on oublie les 2 mois de confinement. On sait très bien que notre secteur d'activité a été quasiment en panne, pas tout à fait. Les chantiers ont pour partie continué, les transactions ont pour partie continué. Vous avez fait des beaux efforts d'ailleurs, tous pour que ce soit le cas. On est en période de déconfinement. Donc le secteur des agences immobilières, celui de la promotion, du bâtiment, bien sûr à son service, celui de la distribution du crédit, aujourd'hui peuvent fonctionner de manière quasi normale, on va dire. Alors on est encore en télétravail, encore en recours digital, mais ça y est, le pays a redémarré. C'est ce que souhaite le gouvernement et c'est ce que souhaite chacun d'entre nous et ce que souhaitent les entreprises. Je vous ai provoqué un petit peu en vous disant, moi j'y vois pas clair, et je suis tout à fait sérieux. Vous lisez, 4 ou 5 déclarations, vous n'y voyez pas clair. Les diagnostics ne concordent pas. Entre des bonnes nouvelles, puis aussi des bonnes nouvelles liées à des changements d'habitude qui tout d'un coup bouleverseraient. Alors on déserterait certains territoires pour aller vers d'autres que personne ne regardait avant. Bon. Je vais vous demander d'essayer de tirer au clair tout ça. Jean-Marc Torolion, j'ai pu voir que
votre propos était plus nuancé. Ce matin encore, vous montriez du doigt un accès au crédit plus difficile que par le passé immédiat, hein, il y a 3 mois, c'était hier. Vous avez parlé d'une mortalité possible, probable dans l'univers de la transaction des agences immobilières. Vous êtes risqué, vous avez avancé un chiffre, 3000 entreprises qui seraient menacées. Bon. Une voix nuancée. Votre constat aujourd'hui, dans l'univers de la transaction, dans l'existant, dans l'ancien, que se passe-t-il? On pourra parler dans un deuxième temps aussi de l'univers de la gestion, hein, parce que on parle des ménages et de la situation des ménages. Parlons de transaction d'abord. Votre regard, objectif, pas de langue de bois, pas de tabou, c'est votre style. Oui, d'autant que je suis professionnel aussi, après tout, donc je peux aussi parler en tant que chef d'entreprise sur un secteur Rhône-Alpes, mais moi, mon constat, c'est que la reprise a été plutôt très satisfaisante pour l'ensemble des cabinets de transaction. C'est ce qui remonte en tout cas du terrain. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une demande qui s'est exprimée qui est plutôt satisfaisante. En revanche, on a un problème d'offre. Et en fait, en période de crise, les Français gardent leur immobilier. Ça s'est toujours vérifié. Et au fond, moi, ce que je sais aussi du terrain, c'est que j'ai les premiers signaux de licenciement de force de vente. Pour des raisons simples, c'est qu'il n'y a pas assez de mandats. Et donc, je maintiens tout à fait que on a un dimensionnement aujourd'hui de nos forces de vente qui était faite pour plus d'1 million de transactions dont les professionnels avaient une part considérable, près de 68%. On va perdre 120 à 150 000 transactions cette année, minimum. On a des problèmes de trésorerie dans certains cabinets. Donc, il faut nuancer entre quelle est la réaction du marché? Quel est l'état de nos entreprises? Nos entreprises, indiscutablement, pas toutes, certaines seront mieux organisées, on en rediscutera, vont souffrir. Le marché reprend et je pense qu'il va reprendre sur un taux d'activité bien plus bas. Alors, sur le taux d'activité bien plus bas, je vous relance sur deux, trois sujets que vous avez évoqués, cruciaux. Moi, j'ai entendu aussi, allez, on était presque à 1 100 000 transactions, 1 79 000, je crois, fin 2019, et c'était encore la tendance début mars, hein, oui. En 12 mois glissants. Vous dites on pourrait avoir 150 000 transactions de moins. Oui. Certains vont au-delà, oui. Certains vont au-delà et disent on pourrait en perdre 200, 250 000. Et j'entends, mais c'est pas grave parce que on est parti de très haut, on était en pleine santé. Allez, on va être peut-être un petit peu moins vigoureux. C'est pas grave. Est-ce que c'est votre regard? Est-ce que le marché avec 1 million de transactions respirait bien? Il n'y avait peut-être pas que des transactions de nécessité, mais il y avait 1 million de transactions. Et est-ce qu'à 800 000, par exemple, allez, je mets au milieu du gué, on sera aussi heureux ou est-ce qu'il faudra déplorer qu'on ait 200 000 de transactions en moins, si 800 000 transactions, c'est un joli chiffre, mais il faudra le déplorer. Parce que si on raisonne en termes de volume d'activité, plus que de prix, d'ailleurs c'est ce qui intéresse les professionnels, eh bien, quand vous avez une baisse de 20% des volumes, vous avez forcément une baisse d'activité, sauf à surperformer par rapport à cette baisse. Et ça, c'est l'enjeu peut-être d'un réseau, c'est l'enjeu d'une marque, c'est l'enjeu des professionnels. Mais incontestablement, cela ne peut pas affecter ne pas affecter la situation de l'emploi dans notre branche et la situation de nos entreprises. Donc, même les volumes de prêts, enfin tout s'enchaîne. Les travaux de rénovation qui sont derrière, les droits d'enregistrement. J'ai eu l'occasion de discuter avec le député Cazeneuve sur l'impact sur les droits de mutation pour l'ensemble des collectivités territoriales. Quand on perd 200 000 transactions, on perd des milliards d'euros. On l'a chiffré, nous. Hein. On pense qu'on va perdre 4 milliards d'euros de droits de mutation sur les 16 milliards qui étaient un petit peu projetés et qui résultaient de 2019 en termes de référence. Donc, tout cela s'enchaîne. Donc, on ne peut pas dire c'est pas grave. Non, pas du tout. Il y a les projets des ménages, parce que si les ménages généraient 1 million, un peu plus de transactions, c'est qu'ils en avaient besoin. Alors, un besoin pas forcément vital, une résidence secondaire, c'est pas forcément vital, mais ça fait partie des projets de vie. Un investissement locatif. Qu'est-ce qui risque d'ailleurs de pâtir? Quel est le segment, ou quels sont les segments qui risquent de pâtir quand vous parlez de 150 000 transactions de moins possibles? On peut imaginer plus. Est-ce que ça va être les résidences principales avec moins de mobilité et des Français qui ne vont pas aller au bout d'un projet? L'investissement locatif, on était presque à un quart des transactions qui constituaient l'investissement locatif, me semble-t-il, c'est énorme. Les résidences secondaires, est-ce que c'est le secteur du luxe qui d'abord va être affecté ou l'inverse? Votre diagnostic? Primo-accédant.
Primo-accédant. Ne serait-ce que parce que les conditions d'accès au crédit, à mon sens, vont considérablement changer. Ne serait-ce que parce que quand on achète, on a besoin d'être assuré sur l'avenir. La situation de l'emploi, on est en train de le voir avec quand même des redressements judiciaires ou des plans de restructuration qui arrivent, qui sont en train de se mettre en place. Et ensuite, à mon sens, on était sur un marché de confiance où on était en progression dans son parcours résidentiel. On va tomber sur un marché de nécessité. Et d'ailleurs, si on regarde dans les crises passées, c'est souvent ce qui s'est produit. Et un marché de nécessité se cantonne à un taux d'activité beaucoup plus faible. En revanche, sur l'activité d'investissement locatif, je serais presque plus optimiste au fond. Pourquoi ? Parce que je me dis, cette épargne que les Français ont mis de côté peut 55 milliards. Voilà, peut parfaitement trouver un débouché sur, j'allais dire, l'actif patrimonial de placement le plus facile d'accès en réalité pour nos concitoyens. Moi, je rappelle que l'immobilier, l'investissement immobilier globalement, c'est un investissement de classe moyenne. Et je veux bien je veux pas qu'on se cantonne au luxe, non. C'est un investissement de classe moyenne. Quand on est en accession, comme quand on est en investissement. Mais je pense malgré tout que la valeur refuge immobilière, là, peut s'exprimer pleinement. Et c'est pour ça qu'on discutera peut-être de mesures de relance, mais je pense qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là, notamment avec le de Normandie dans l'ancien. Donc, l'investissement immobilier, à mon avis, devrait tirer son épingle du jeu. Et c'est tant mieux parce que, comme il y a 100 000 logements neufs en moins cette année, il va bien falloir loger les Français. Je pense également que le parcours résidentiel des primo-accédants va être altéré. Et puis, nos cadres, quand on voit la situation d'Airbus, par exemple, on voit bien que tous les segments de la population française peuvent être affectés malgré tout par des plans de restructuration ou des baisses d'activité. C'est pour ça que je suis beaucoup plus prudent sur l'avenir et je suis un petit peu moins optimiste parfois que le discours ambiant. Et alors, tout à l'heure, on fera s'exprimer le patron d'un réseau commercial. On peut se demander si certains discours ne sont pas un peu commerciaux. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est-à-dire, effectivement, je voudrais qu'on creuse la question de savoir ce qui est dit est vrai. Il y a un intérêt, il y a des transactions, des compromis qui se signent. Je voudrais qu'on regarde de près. On le fera avec Stéphane tout à l'heure. Allez, on passe à la question du crédit parce que ça a été évoqué. On parlait du segment de la primo-accession qui risquait d'être affecté, mais aussi les autres. On parle, à l'instant, le président Torolion l'a dit, de désolvabilisation de la demande, de fragilisation. C'est un peu technique, désolvabilisation, mais on comprend bien. Et aucune catégorie de la population vraiment épargnée, certains probablement plus touchés que d'autres, ou qui vont vraiment perdre leur emploi si ce n'est déjà fait, ou qui vont avoir une rémunération moindre, des temps partiels qui vont être confirmés, sans compensation. Bon. Bref, tout de suite, on pense à l'amortisseur quand on va aller vers une opération d'accession, neuf ou ancien, c'est le crédit. Ouais. Alors, sur le crédit, il y avait déjà une inquiétude, et Philippe, vous l'aviez exprimé entre tous, avant le confinement, avec des critères qui ont changé, vous allez nous rappeler ça. Situation aujourd'hui, CAFPI c'est le leader, vous avez une vision panoramique des banques, de leur comportement. En général, il y a une attitude générale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut se dire, allez, les banques vont, comme elles le font pour les entreprises, compenser la situation en quelque sorte, ou pas vraiment? Alors, en préambule, et avant de répondre à cette question, mais je vais y arriver tout de suite après, c'est de préciser que moi je trouve M. Torolion très très optimiste, Jean-Marc, parce que 150 000 transactions en moins, moi je dirais plutôt de 150 à 300 000 opérations en moins cette année 2020. À cela, je me justifie en disant que, bien évidemment, il y a l'effet Covid, les 2 mois d'inactivité, ou presque, dans la transaction immobilière. Mais je voudrais ajouter à cela, justement, ce que tu viens de citer, les conditions d'accès au crédit qui ont été amputées en début d'année par des mesures, ou en tout cas suite à un rapport HCSF, qui limitait l'accès au crédit à certaines catégories d'emprunteurs. On peut rappeler les grands critères qui avaient été imposés, on va dire. Voilà. Ça s'appelait une recommandation, mais quasiment imposée. Alors, il y a 2 critères et une recommandation. Il y a 2 critères. Le premier, c'est les 33% d'endettement qui est une barre d'acceptation de dossier. Pour tous, y compris les investisseurs. Absolument pour tous, voilà. Avec une grande rigidité, même si on nous a prétendu qu'il y avait un flottement de 15% d'acceptation de dépassement. Et puis la limitation de la durée de l'emprunt à 25 ans, alors que nous allions, même si nous n'en avions pas beaucoup, jusqu'à 30 ans, ce qui donnait du budget de financement, bien sûr, aux ménages les plus modestes. Et puis, il y a un critère sous-jacent qui était celui du financement de la quotité d'intervention des prêteurs, limité à 100% du prix d'achat.
Aujourd'hui, les banques même ont du mal à aller jusqu'à 100%, alors que préalablement, on allait jusqu'à 110%, et principalement pour les investisseurs qui profitaient par là même de l'effet de levier du crédit fiscal. Voilà, donc moi, à cet effet confinement, je vais ajouter ces mesures HCSF qui ont limité l'accès au crédit. Des conditions d'exclusion. Donc elles restent, ces conditions. Pour l'instant, elles restent. Là-dessus. Pour l'instant, elles restent. Pour l'instant, on aurait elles pu restent. se dire, On bon, essaie les de banques secouer, hein, on vont bouge. relâcher ça, étant donné les circonstances économiques, Non. c'est pas le cas. Voilà. C'est pas le cas. La menace a été trop forte de la Banque de France sur ces établissements bancaires. Et je tiens à préciser ici, c'est pas de la faute des banques. Hein. C'est de la faute des autorités bancaires qui imposent, sous menace de punition, on va dire entre guillemets, les banques à respecter ces critères. La première chose. La deuxième chose, c'est le taux d'usure. Le taux d'usure, alors là, il faudrait du temps un peu pour l'expliquer, mais qui est un mauvais calcul, qui n'était pas fait pour des taux qui étaient à moins de 1%. Il était fait pour des taux quand les taux étaient à 5 ou 10%, pour éviter les usuraires. On peut rappeler ce qu'est le taux d'usure, pour être très didactique. Hein. Il y a beaucoup de professionnels qui nous écoutent, mais bon, on ne sait jamais. Ils ne sont pas tous banquiers. J'essaie d'être très simple. Chaque trimestre, chaque fin de trimestre, on regarde à quel taux les banques ont prêté en moyenne. D'accord. Sur l'ensemble des domaines du crédit immobilier, prêt personnel. Sur le domaine du crédit immobilier, on va regarder les durées. D'accord. Et à chacune des durées de taux de crédit immobilier, on va prendre la moyenne des taux des prêteurs de ce trimestre, auquel on va ajouter un tiers. Et le tiers, donc, sera la limite maximum du taux à ne pas dépasser. D'accord. Quand on a des taux qui sont descendus très bas et qui remontent en ce moment, il y a l'effet ciseau qui exclut des emprunteurs. Et là, on a des emprunteurs solvables qui déplorent tous les jours de ne pas pouvoir emprunter parce que la banque n'a pas le droit de leur prêter alors qu'ils sont solvables, qu'ils ont un projet, qu'ils ont de l'apport, de l'épargne, etc. pour une question de durée, pour une question d'assurance qui fait dépasser et exploser le taux d'usure. Donc on a un vrai problème. On demande depuis 6 mois, même depuis bien plus longtemps que 6 mois, d'ailleurs c'était déjà démarré l'année dernière, à la Banque de France de bien vouloir, avec bien sûr le ministère des Finances et la Direction générale du Trésor, revisiter ce calcul sans toucher au sacro-saint taux d'usure, mais simplement en mettant un plancher. Un plancher pour éviter que les taux se resserrent, on laisse une limite de plancher qui ne fera pas emprunter à des taux trop élevés les emprunteurs, tout en préservant l'accession et donc au financement. D'accord. Et le dernier critère, c'est les conséquences économiques de la crise Covid. Parce qu'il va y avoir des dépôts de bilan, il va y avoir des chômeurs à l'issue de cette crise. Et bien évidemment, tout cela additionné, à mon avis, va réduire de façon beaucoup plus importante le nombre d'opérations cette année. Je voudrais rester sur un message positif, on abordera les autres sujets, mais 1,1 million, moins 300 000, ça fait 800 000. C'est la moyenne des opérations ces 15 ou 20 dernières années. Donc on est sur des volumes de transactions importantes. Cependant, Henri, tu le sais, tu m'as souvent entendu le dire, je considère l'immobilier comme étant une chaîne, et si effectivement il n'y a pas de transaction dans l'ancien, parce qu'on parle de la transaction dans l'ancien, on ne déclenche pas la construction du neuf. On ne déclenche pas la construction du neuf. Plus on diminue ici, moins on construira. Et on sait qu'on est en pénurie de logements en France, il faut plus construire, et c'est l'ancien qui est le moteur de la construction immobilière. Encore un petit mot, mais on reviendra sans aucun doute sur les questions de financement, de crédit. Les taux d'intérêt. Alors, on a observé quelque chose de singulier, quand on n'est pas un spécialiste, en pleine crise, en plein confinement. Les taux ont augmenté, alors pas monstrueusement, mais enfin significativement. Hein, voilà. Tu vas pouvoir préciser quel est le niveau d'augmentation. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on reste sur ces taux majorés par rapport à il y a 3 mois? Est-ce que dans les mois qui viennent, là on est en train de parler de fin 2020, voire 2021, on pourrait encore assister à une augmentation des taux parce que les taux, c'est peut-être aussi une façon de se protéger. Pour les banques, il y a peut-être une dimension risque dans le taux. Qu'est-ce qui peut arriver là-dessus, sur le pas grand-chose. prix de l'argent? Il n'arrivera à rien, on va rester sur les taux qui sont stabilisés à la hausse. D'accord. Avec une hausse qu'on a subie entre début d'année et maintenant d'environ 0,30 sur la moyenne des crédits sur l'ensemble des durées. Ce n'est pas rien. Ça peut exclure des ménages. Oui, certes, on pourrait faire des calculs d'exclusion, mais en même temps, la durée, on peut jouer sur la durée pour compenser. Donc, c'est pas dramatique pour le financement du marché. C'est pas ça le problème. 0,30, cette augmentation est due. Alors, c'est ça qui est assez particulier. Depuis des années, tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, on fait la météo des taux, on voit l'évolution, et c'est toujours sur des critères de marché. C'est les indicateurs de marché qui font que les taux augmentent ou baissent, en fonction des obligations, en fonction du coût de l'argent à la BCE, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Ça, c'est très stabilisé. Les BCE ont sorti des milliards, des centaines de milliards pour stabiliser la situation. Pas de spéculation ni sur l'euro, ni bien évidemment sur le marché obligataire. Donc ce qui stabilise la situation. On est toujours à un argent gratuit à zéro distribué par la Banque centrale. Par contre, les banques, face à cette crise, ont été obligées, dans un premier temps, de compenser ce risque qu'amenait cette crise.
donc un risque d'impayé, un risque de contentieux, donc d'ajouter une prime de risque, on va dire, au taux. Voilà. Et puis surtout, c'était aussi des critiques du rapport du HCSF, c'était que les banques ne faisaient pas de marge sur les crédits immobiliers. On ne peut pas faire un commerce de quoi que ce soit sans gagner un peu d'argent. Et les banques, par concurrence, parce qu'elles captaient des clients, ne gagnaient pas d'argent sur le crédit immobilier, ce qui n'est pas très simple pour un marché. Donc elles ont un peu compensé cette marge, un peu sur le risque, ce qui fait qu'on a une augmentation de 0,25, 0,30, très stable. Et je fais le pronostic, parce que je n'ai pas de boule de cristal, à moins qu'on ait une crise économique, une rechute de la pandémie, etc. Bien évidemment, sinon on devrait rester sur ces niveaux de taux. Jean-Marc Tourlion, un petit mot, et ensuite... Oui, moi je voulais simplement croiser une information. Il semblerait quand même que dans le monde bancaire aujourd'hui, quand on a à financer un projet, on regarde quel est le secteur professionnel du salarié qui emprunte. Et il semblerait malgré tout qu'au regard de secteurs professionnels plus exposés que d'autres à la crise que nous avons connue et que nous allons connaître, il y ait des refus qui soient basés beaucoup plus sur la qualité de l'employeur que sur la qualité du salarié. J'aimerais ton opinion. Alors, un petit mot là-dessus, c'est vrai qu'on l'a entendu, oui. On a même entendu « Ah, mais c'est pas légal ». Bon, si c'est la réalité, aujourd'hui on parle de la réalité. Est-ce qu'effectivement, si je suis ingénieur dans l'aéronautique à Toulouse, il y a 6 mois, j'étais un risque formidable. Aujourd'hui, comment on me regarde si je suis dans l'événementiel? Comment on me regarde si je suis dans l'univers de la restauration ou de l'hôtellerie? Est-ce que c'est une réalité, ça? Alors, ce n'est pas une réalité parce que factuellement, je ne peux pas répondre à cette question. Les affaires ont repris, les nouvelles demandes ont repris depuis quelques semaines. On parle même pas de mois, c'est tout frais. On est encore dans les pipes de ces nouvelles demandes qui sortent en accord. Les banques ont repris une activité. Nous sommes à bloc. On est presque revenu à 80% de notre activité précédant la crise. Donc, sur la demande, est-ce qu'il y a un effet bouchon? Est-ce une continuité? On verra. Mais voilà, on est sur cette situation. Donc, on n'a pas encore le recul. On a beaucoup discuté de ça avec les banques. Est-ce qu'on va prendre en considération la situation de l'employeur et donc le risque de chômage pour l'employé dans le prêt ou le non-prêt? Si effectivement je suis restaurateur ou employé de restauration ou du tourisme, est-ce que j'aurai plus difficilement un crédit que les autres? La question reste posée. On a un peu anticipé en disant ils vont faire ça, les banquiers en ce moment ils restreignent, ils vont faire ça aussi. J'en suis pas certain. Les banquiers ont démarré avec une vision peut-être d'analyse complète. Aujourd'hui, ils disent non, mais on va quand même pas brider le marché. Les banquiers n'ont pas intérêt à brider le marché. Ils veulent pas brider le marché. Ils veulent participer à la reprise. Maintenant, il y a un moment, c'est eux qui prennent le risque du crédit, même s'il est très limité, le risque. Il n'empêche qu'ils doivent le mesurer et pouvoir le contrôler. Et il y a toujours quelque chose qui nous préoccupe. Et je fais pas mon ange, mais il y a une chose qui nous préoccupe, et c'est bien la qualité en France du crédit immobilier. On n'a pas d'impayé ou de contentieux ou très faible, le plus faible d'Europe, pour une bonne et simple raison, c'est que nous sommes, nous, courtiers, le premier filtre. On analyse, on conseille, on accompagne, et le banquier qui a une approche rigoureuse de l'emprunteur et non pas du projet immobilier. Donc, je pense qu'il y aura de l'intelligence derrière tout ça. Pour finir, je intercale une question. Il y a eu 2 mois blancs là, pour beaucoup de secteurs d'activité, ou très très faibles, avec parfois des feuilles de paye qui n'auront pas été les mêmes, ou des chiffres d'affaires, si on est sur les indépendants. Ouais. Les banques, elles le prennent en compte. En clair, moi je constitue un dossier aujourd'hui, j'ai un passé immédiat qui est mauvais. Bah oui. D'accord. Oui, puisqu'en fait, quand on analyse un dossier, qu'est-ce qu'on demande? Les 3 dernières fiches de paye, les 3 derniers relevés de compte, l'avis d'imposition, et puis donc on sait où il travaille, quelles sont ses ressources, et puis on voit le comportement bancaire, savoir si effectivement il y a des difficultés. Donc cette analyse ne va pas nous engager à faire prendre un risque à l'emprunteur, encore une fois. Bien sûr que c'est pour protéger le prêteur, mais c'est un risque à l'emprunteur de se retrouver en difficulté si demain il reste en chômage partiel ou s'il se retrouve en chômage total. Là, ce serait compliqué puisque les assurances ne fonctionnent pas là-dessus. Avec Jeanne Massin, on va parler du neuf. Alors, ça veut dire la construction de logements neufs, la commercialisation. Clairement, c'est le secteur qui a été le plus affecté. On en a beaucoup parlé, même si finalement des recommandations ont permis aux chantiers de repartir. Mais les conditions sanitaires, les exigences sanitaires avaient mis en panne complètement les chantiers. Donc un retard qui ne se rattrapera sûrement pas. Alors, quelle est la situation aujourd'hui de la demande, de l'offre? Là, on vient de parler de l'offre. Clairement, c'est elle qui a été par priorité affectée. Que prévoit? Là aussi, on a les chiffres volent. On entend que 100 000 logements cette année ne seraient pas construits parce que voilà, ils l'ont pas été et qu'on ne pourra pas se rattraper. C'est une très forte proportion de la totalité. On a des proportions comparables à ce qu'on a dans l'existant. Quelques chiffres, quelques constats de comportement aujourd'hui, après le déconfinement. Ouais. Première des choses, c'est que cumulé au Covid, on est quand même sur une année d'élection.
On est sur une année d'élection municipale. Ce qui a impacté le neuf avant toute chose, et avant même la crise sanitaire, c'est cette élection municipale. Donc on était, vous savez que quand on arrive sur un changement potentiel d'équipe communale, mais on gèle un peu les budgets, et puis on attend que les nouvelles équipes soient en place pour relancer les permis de construire, etc. Donc ce gel, il était déjà en place depuis à peu près un trimestre et je constate de cette année même un petit peu avant. C'était sur la fin de l'année 2019. Oui. Et tout le monde était à bloc pour dire la relance et dès que les élections sont passées. Arrive la crise du Covid là-dessus, effectivement tout est stoppé. Les chantiers sont stoppés, donc quand les immeubles ne sortent pas, on ne récupère pas l'argent pour construire les suivants, c'est ça aussi, et la commercialisation également. Ce qui est intéressant, alors on parle de 100 000, on parle effectivement de 100 000 logements en moins neufs. Sur combien qui sortiront sur à peu près 1 million qui devait sortir cette année. Donc on est... Ouais. Enfin, dans le neuf, 300 000. 300 000 oui, ou 400 000. Donc on aurait 25% de la production au tapis, en quelque sorte. Voilà. Quasiment. Et ensuite, ce qui est donc une partie qui a été néanmoins qui est de réaction, on va dire, des instances, puisqu'il y a des ventes en bloc qui ont été annoncées et qui vont quelque part prendre en charge une partie de la commercialisation de ces logements neufs. Alors, on va être là aussi didactique. Oui. Bon, des ventes en bloc, c'est-à-dire qu'il y a des grands opérateurs au cœur du confinement, qui ont dit, nous, des bailleurs sociaux qui ont dit on s'engage à acheter. Voilà. CDC Habitat qui s'engage à acheter 50, la Caisse des dépôts qui s'engage à acheter 50 000 logements. Action Logement, je crois aussi. Action Logement aussi, Inly, effectivement. Donc ils vont contribuer, ça va être une demande à quelques-uns, à 4 ou 5, là on en a cité 2 qui sont importants, qui vont tirer la machine. De toute façon, ils vont avoir besoin de quelques dizaines de milliers de logements. Il faut de toute façon relancer. Eux en ont besoin, c'est ça. Très clairement. On parle aussi, quand on parle de primo-accédants, c'est aussi de l'accès au logement. On a besoin de logements. Et effectivement, ils vont subventionner une partie de ces logements. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui permet... Alors, pour comprendre le fonctionnement, c'est que quand on vend en bloc, on ne vend pas de la même manière. On vend en dessous du prix du marché. Et donc, on ne fait pas le même bénéfice et on n'entraîne pas les mêmes résultats sur la fin. Ce qui est intéressant, néanmoins, c'est la réaction de l'ensemble du secteur qui... s'est repositionné sur comment est-ce que je commercialise, quel est l'usage que je vais faire de mes moyens et comment est-ce que je peux continuer à travailler. Et quelque part de redispatcher des budgets. Aujourd'hui, énormément de budget sur la commercialisation du neuf était mis sur des bulles de vente, sur du offline. Ces budgets se reportent sur du digital. On peut les baisser, parce que sur le digital, on peut arriver à mesurer des ROI beaucoup plus facilement que sur les opérations et les budgets qu'on engage par ailleurs sur la partie physique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des vendeurs, des sociétés ont complètement pris le pas du digital et ont continué à vendre pendant le confinement et à faire quelques lancements commerciaux. En tous les cas, ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests de lancements commerciaux 100% digitaux. Alors c'est très intéressant. Bon, on peut bien dire à ce stade, je m'étais engagé à ce que vous disiez un mot sur Habiteo. C'est le cœur de votre métier. Quelle est la mission d'Habiteo? La mission d'Habiteo, c'est qu'on est un éditeur de solutions pour la commercialisation du neuf et de solutions digitales. Nous sommes une start-up, nous faisons partie de ces technologies que l'on propose pour faciliter la commercialisation à distance. Alors, est-ce qu'on peut dire, après je poserai d'ailleurs la même question au patron de réseau d'agence qui est Stéphane, est-ce qu'on peut dire que dans cette période de crise où les ménages vont être affectés, mais où peut-être aussi, là il y a un effet d'enthousiasme, mais ils risquent d'être un peu en dedans, quoi, de garder leur épargne, d'avoir des craintes,
on va mieux savoir aller les chercher, si je puis dire, aller conquérir la demande de façon digitale, parce que c'est vrai que là, on a vécu que digitalement, donc on a pris des habitudes. Vous pensez vraiment que le dynamisme commercial digital peut corriger une partie du... Il corrigera une partie. En fait, on a gagné dans la digitalisation de notre secteur et du secteur immobilier au global et des secteurs en globalité. Je pense qu'on a gagné facilement 1 an. D'accord. Pourquoi? Parce que des forces de vente, prendre le biais du digital, ça peut être complexe. Et là, on s'est rendu compte, ne serait-ce que dans nos interactions quotidiennes avec nos collègues, etc., que c'était assez simple. Et qu'ensuite, on pouvait appliquer effectivement une relation commerciale à une relation à distance. Ça n'enlève pas des personnes, ça n'enlève pas, c'est vraiment le mixte des deux. Bien sûr. Et c'est l'adoption d'outils qui permettent ensuite de le faire qui emmène à des transactions. Donc dans l'univers du neuf en tout cas, et c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler, ni de la part des principaux opérateurs, on peut penser à Nexity, à son patron. Contrairement à ce que disait le président Torlion, on n'a pas parlé de licenciement, de commerciaux dans le neuf. Est-ce que c'est un sujet, en tout cas aujourd'hui? Aujourd'hui, pas encore. Voilà. Parfait. Aujourd'hui, pas encore. Et bien sûr, les mesures de chômage partiel ont été prises aussi. Tout à fait. Tous les services supports, il y a un certain nombre de choses qui se sont stoppées pendant le Covid, qui reviennent, qui se remettent en route aujourd'hui. Je ne pense pas que dans le neuf, ils aient récupéré 89% de leur activité. Loin de là, on est encore une fois tenu par les élections municipales. Donc, mais on connaît enfin la date du deuxième tour. Exactement. On peut se décomplexer un peu par rapport à ça, se détendre. Ça permet de dire on va reprendre un prévisionnel. Mais je connais certains gros acteurs qui sont parmi nos clients et qui avaient 70% de leur activité en stand-by, bloqué par les élections. Autre sujet, Jeanne, qui dit confinement, mesures sanitaires, dit précaution pendant ces 2 mois, ces 8 semaines que nous avons vécues, mais aussi pour les chantiers et puis pour beaucoup d'activités sur la durée. Alors, il y a la question de l'enchérissement des coûts de production. On a entendu là aussi, moi j'ai eu sous les yeux des prédictions, plus 10%, plus 15% de coûts de production, tout simplement parce que les chantiers vont être allongés, parce qu'il faut des équipes différentes organisées, supplémentaires. Qui sont exactement. Alors, est-ce que l'on sait un peu plus? Il y a une négociation, semble-t-il, menée entre les promoteurs, les entreprises à leur service. Est-ce que les clients ont à craindre une augmentation des prix? On parlera de ce qu'il en est de l'existant, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est la formation des prix de manière industrielle. Est-ce qu'on va dire aux Français, votre maison individuelle, votre appartement, c'est plus 5%? Est-ce qu'on va pouvoir dire ça aujourd'hui? Sur la construction, on estime effectivement que l'augmentation des prix du chantier sera entre 10 et 20%. Néanmoins... Le client ne va pas payer ça. Aujourd'hui, il va falloir revoir le budget complet de la promotion et certainement revoir aussi le prix du foncier. Parce qu'à un moment donné, ce qui impacte, ou en tous les cas, ce sur quoi on va pouvoir jouer, c'est effectivement le prix du foncier. Qu'est-il possible de faire là-dessus? Et là, je pense que ce n'est pas seulement le secteur privé, mais c'est aussi le secteur public. Bien sûr. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre sur cette partie-là? C'est ce qui permettrait de ne pas avoir une explosion et de corriger les choses. Sur le reste, c'est compliqué. On ne peut pas. Je comprends que reprendre les négociations avec des entreprises de construction qui doivent avoir 10 personnes en plus sur un chantier, qui doivent ouvrir des temps horaires plus longs, qui doivent, c'est à un moment donné, et même structurellement en termes de matériel, de se mettre à des normes et donc de faire des investissements, on ne peut pas leur demander en plus de revoir leur prix à la baisse. Et de ne pas les impacter. La solution pour l'avenir du foncier, on rappelle d'ailleurs qu'avant le confinement, une proposition de loi du député Jean-Luc Laglaise arrivait au Sénat, donc elle sera examinée par le Sénat. Il y avait déjà un certain nombre de propositions qui étaient déjà issues de son rapport, mais ça va être vraiment sous les feux de la rampe, sûrement à la rentrée. Oui, personne ne l'a encore mis sur le tapis. Mais je pense que c'est s'il y a un point à voir sur le neuf, c'est celui-là. Et peut-être, on commence à entrer dans la question des prix qu'on va traiter maintenant, que le prix du foncier va en être affecté. Ce ne serait pas une mauvaise nouvelle, parce qu'on entend depuis des années que les promoteurs se retrouvent avec un prix du foncier qui constitue 50 à 60% du coût total de production. Stéphane, alors, il y a plusieurs questions. Bon, vous avez été patient, mais...
Vous allez voir, vous aurez raison. Il y a plusieurs questions qui nous ont été inspirées aussi par les propos précédents. Alors déjà, un réseau commercial, je disais de façon un petit peu provocatrice, il y a peut-être des propos commerciaux, on entend, allez, là, au déconfinement, tout le monde s'est précipité dans les agences. Déjà avant, les ménages étaient très assidus au site Internet, le trafic était considérable, notamment le dernier mois de confinement. Et puis ça y est, les énergies sont libérées. On voit se multiplier à la télévision des reportages avec des ménages qui signent des promesses de vente, des compromis de vente. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette activité? Est-ce que, parce que ce qu'on dit, ou Jean-Marc Torolion, ou tout à l'heure Philippe, ne peut pas être nié, il se passe une crise économique, hein, on a tous les jours des chiffres non contestables, sombres, qui vont affecter tous les ménages français. Est-ce qu'on a là un enthousiasme, tant mieux, là si on a le moral, mais derrière, il va y avoir un atterrissage. Est-ce que vous souscrivez à... Alors, je ne sais pas si c'est moins 120, moins 150, moins 300, mais ou est-ce que vous dites non, il n'y a pas de raison, rien ne va changer? On l'a entendu, rien ne va changer. Alors, est-ce que c'est la position du patron du hockey? Il y a plusieurs lectures à ça. Déjà, je ne suis pas d'accord ou d'accord, puisque aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, on peut déjà se le dire. Aujourd'hui, il y a un dynamisme économique qui est réel dans notre marché, qui est factuel, qui n'est pas un discours commercial. Partout. Aujourd'hui, en tout cas chez nous, on le constate, on va mieux que l'an dernier dans les mêmes semaines, semaine par semaine. On a des curseurs, on a 50% de mandats en plus, on a eu des actes, 47% d'actes en plus. C'est pas un discours commercial, c'est factuel. Alors en plus, pour être clair, là on est au mois de juin, mais c'est pas vieux, on était au mois de mai. C'est une performance versus l'an dernier. De mai à mai, de mai 2019 à mai 2020. Donc on peut imaginer aujourd'hui que ce soit le bouchon qui s'est créé par l'arrêt de l'activité. Donc ça, on sait que c'est ça, donc on se gargarise pas sur ce sujet-là, mais c'est factuel. Après, ce qui va se passer demain, on attend, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui quels vont être les comportements des acheteurs, notamment des banques. Je pense que les banques vont maintenir leur taux, c'est plutôt une très bonne nouvelle. 0,30 sur un crédit de 20 ans, ça n'est pas impactant très lourdement, ça ne fera pas sortir de l'assiette des acheteurs on est d'accord, tant de monde que ça. Moi, je crois au dynamisme du marché immobilier. Et notamment dans l'ancien, puisque de toute façon, on perd dans le neuf, on aura des reports dans l'ancien, à mon sens, je pense. Je pense qu'on n'aura pas 300 000 de transactions en moins. Donc c'est vrai qu'on a petite parenthèse parce que voilà, moi j'ai un doute là-dessus. Il y a un report. C'était le propos aussi du président de Nexity, Alain Dinin, l'autre jour dans la presse. Il risque d'y avoir un report du neuf qui ne pourra pas être satisfait parce que voilà, il va manquer à l'appel 100 000 logements vers l'ancien, vers l'existant. Je pense oui, parce que quand on a envie d'acheter un bien, c'est parce qu'on n'a pas envie de payer de loyer et qu'aujourd'hui ce dynamisme-là est là. Donc il y aura un transfert, pas l'intégralité, mais il y aura un transfert, un effet de vase communicant. Et donc je ne rejoins pas sur le fait du manque de l'offre, parce que non, je ne vois pas aujourd'hui un manque d'offres. Les gens sont encore dans les projets. Donc aujourd'hui, je crois à la dynamique du marché. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et pour le coup, là, je pourrais être d'accord avec vous. Si derrière, il y a une crise économique majeure, évidemment, on sortira de l'assiette des acheteurs solvables un certain nombre de gens. Il y aura une contraction de marché. Et bien évidemment, le métier en pâtira. Au titre du réseau qui est le nôtre, vous le savez bien, en période de crise... Combien d'agences? Allez, on va donner la carte d'identité. 580 agences. Bon, voilà. Et France entière avec une bonne couverture. Dom-Tom, voilà, une belle couverture. Aujourd'hui, au titre du réseau qui est le nôtre, c'est une autre lecture. Il y a un enjeu commercial, bien évidemment. Il y a une bataille commerciale entre les réseaux, les nouveaux modèles économiques. Et on sait qu'aujourd'hui, une période de crise, c'est un vrai enjeu pour nous que de rattraper. Parce que c'est après crise que normalement nous récupérons des parts de marché, parce que nous sommes formés, organisés, structurés, bien mieux que n'est le métier. Ça fait 4 ans qu'on est sur un marché fast qui a permis à plein de gens de faire le métier, en ce compris des non-professionnels, d'accord, et donc de venir avec 2 jours de formation, venir faire ce métier-là. Cette contraction, elle va peut-être enlever de l'assiette des agents immobiliers un certain nombre de gens non formés ou pas structurés. Alors, intéressant, ça c'est un discours qu'on a entendu pratiquement à chaque crise. Mon âge me permet de dire que, voilà, moi j'ai entendu déjà au moins 3 fois. On se dit le marché va être assaini avec des acteurs qui n'étaient pas assez professionnels. Ils étaient arrivés là parce que la vague, voilà, était haute. Et il va rester les meilleurs. Alors, j'entends, c'est le constat que vous faites. Et j'en reviens à ce que disait Jeanne pour le logement neuf, la commercialisation du neuf. Est-ce que les pratiques professionnelles, vous parlez de parts de marché, peut-être de transfert de parts de marché, hein, cette situation vous conduit à les muscler, à les moderniser, à recourir davantage au digital? Et est-ce que vous, là où vous êtes, à la tête de votre réseau, vous ne dirigez pas tous les réseaux, vous ne dirigez pas un syndicat, vous dites, moi je vais tirer mon épingle du jeu, quoi qu'il en soit? Alors, sur le digital, je suis d'accord avec Jeanne, hein, on va avoir une accélération de la digitalisation des agences immobilières
de la chaîne de production globale de l'immobilier. Les notaires, on l'a dit, mais je pense que le digital, c'est vraiment ce qui est gagnant dans cette après-crise. Aujourd'hui, on a un accord avec Matterport, qui est le leader mondial de la visite immersive depuis près de 2 ans, qui était un peu poussif à faire évoluer. On a signé 70 caméras Matterport pour de la visite virtuelle en 15 jours de temps. Ouais, donc on voit bien, la visite, je pense qu'elle changera. Signature électronique, tout le monde est équipé de budget à 4 ans, mais 4 est-ce que vous 5 ans. l'utilisiez? Là, vous l'avez utilisé forcément, toujours. Non, toujours. La signature électronique, 100% des agences sont équipées, on a toujours utilisé ça. Mais la visite virtuelle, non. Pour ses adhérents avec la FNAIM aussi. La visite virtuelle, non, considérant que c'est l'agent immobilier qui fait le job. Aujourd'hui, je pense qu'on aura du mal à emmener quelqu'un dans sa voiture à faire 10 visites de biens. Ouais. La visite immersive, je ne parle pas de photos qui bougent. La visite immersive, on rentre vraiment à l'intérieur du bien, on peut le faire à l'intérieur de son iPad, et surtout les Français l'ont fait pendant 2 mois. Bien sûr. Et ils l'ont fait pendant 2 mois, ils ont visité des biens, ceux qui étaient en projet. Donc on voit bien que ça va changer. Le mode de consommation du client de nos annonces va être différent. Et donc il y a ceux qui sont équipés et ceux qui ne le seront pas. Mais je pense qu'il va y avoir une accélération de la digitalisation des agences, et notamment sur la visite virtuelle. Et donc, à supposer même, allez, on va prendre un chiffre, parce qu'il en faut un, qu'on ait 800 000 transactions au lieu de 1 million, presque 100. Vous dites, comme patron de réseau, on peut très bien ne pas avoir moins de transactions chez Guy Hockey que l'an dernier, en prenant à d'autres qui peut-être auront disparu, on parlait de mortalité, ou qui seront moins efficaces. Mais voilà, franchement, c'est un propos normal. J'ai vécu dans un autre réseau la crise des subprimes, où j'étais en charge des activités en difficulté. Les plans de sauvegarde, les redressements, on a vécu ça. D'accord. Aujourd'hui, les réseaux ont perdu 4% quand la profession, la crise des subprimes, a perdu 30% de ses cartes T à l'époque, si vous vous en souvenez. Tout est dit. Donc voilà, Donc aujourd'hui, les réseaux sont plus structurés, plus organisés pour pouvoir passer cette crise-là. L'enjeu commercial, qui est au titre du réseau, et là on ne parle pas au français, on parle vous dites on est un réseau majeur, oui, mais il n'y a pas de leader dans ce marché. Les plus grands réseaux ont 6 à 7% de part de marché, il n'y a pas de leader dans ce marché-là. Donc aujourd'hui, on a encore une épingle à tirer, et donc on doit former nos gens. Pendant 2 mois, on a mis les équipes vent debout pour former, on a fait plus de 600 visios, on a mis une plateforme d'e-learning gratuite, on a formé les gens, on les a gardés en éveil. Vous les avez musclés. Et donc on est sorti de la crise avec ce dynamisme qu'il y a. Mon interrogation, c'est quand ça va atterrir. Bien sûr. Est-ce que ça va être altéré ou pas? Et là, pour le coup, je pourrais rejoindre aujourd'hui Bien Philippe sûr. et Jean-Marc. On parlait alors de licenciement. Le mot est peut-être impropre. Il y a aussi des indépendants, des agents commerciaux au service des agences. Ou dans des réseaux qui n'utilisent que ces forces de vente-là, qu'on appelle réseau de mandataires. Qu'est-ce qui peut se passer? Allez, chez Guy Hockey, je ne connais pas votre structure, vous avez des salariés aussi, recours à des agents commerciaux. Les ressources humaines, comment elles peuvent évoluer? Elles peuvent être impactées? À ce jour, ce n'est pas le cas? Vous avez eu des passages à temps partiel? Comment vous avez fonctionné? Alors aujourd'hui, on a eu pas mal de la force de vente, notamment en chômage partiel pour les salariés. On a la moitié des salariés, la moitié des agents commerciaux. D'accord. Les entreprises ont fait appel au PGE pour beaucoup d'entre elles, pour pouvoir garder leur trésorerie, ce qui a été quand même prêté assez facilement par la BPI. Il faut aussi souligner quand même les gros efforts de l'État, ce qui est l'inverse des crises des subprimes. Et des banques et des assureurs qui ont aussi beaucoup abondé au fond. Donc aujourd'hui, on a été très très soutenus. Donc après, c'est vrai qu'il faudra payer la note. On ne connaît pas les conséquences aujourd'hui de la crise économique. En tout cas, on ne peut pas la mesurer maintenant. C'est sûr. Mais aujourd'hui, on a 50% d'agents co, 50% de salariés. Je ne vois pas d'hécatombe en termes de chômage. En tout cas, j'attends l'automne. On pourra peut-être un peu mieux en parler à l'automne. Aujourd'hui, c'est prématuré. Très intéressant. C'est prématuré. Vous êtes tous d'accord. C'est vrai que là, je vous demande des prédictions, c'est un exercice difficile. Les difficultés, l'impact difficulté, c'est peut-être davantage à l'automne, septembre, octobre, qu'aujourd'hui. C'est ça. Il faut. Un mot sur la nature de la demande. Alors là aussi, moi j'entends, mais comme tous les Français, tous les observateurs, des choses merveilleuses. Merveilleuses, franchement. On dit, les ménages veulent quitter les grandes villes, mais tant mieux, parce qu'ils vont aller dans des villes moyennes qui n'attendaient que ça, voire à la campagne. On entend qu'on aurait du mal à trouver suffisamment de maisons pour répondre à la demande des Parisiens, des Lyonnais, des Bordelais. Bon, derrière l'enthousiasme, derrière des cas particuliers, c'est normal, c'est ça un reportage aussi, on va montrer un ménage. Quelle est la réalité? Est-ce qu'il y a une lame de fond
qui fait que les grandes villes vont perdre des habitants au profit des villes moyennes ou au profit des zones rurales grâce au télétravail qui permettra de n'aller sur le siège de son entreprise que, je sais pas, 2 jours par semaine. Bon, est-ce que ça, on l'anticipe un petit peu? Est-ce que vous imaginez un bouleversement? Et vous répondrez comme vous devez le faire à cette demande, ou est-ce que franchement, on va vite en besogne? J'ai pas de boule de cristal, donc là aujourd'hui je pourrais pas vous répondre. En revanche, ce que je constate aujourd'hui, c'est l'accélération de la consultation de ces biens sur le net. Ce qui ne veut pas dire aujourd'hui que c'est traduit. Alors, quelqu'un qui est à Paris qui veut passer le périph' pour habiter en banlieue, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. C'est villes moyennes et campagnes, oui, c'est ça? Les grosses agglos pour aller éventuellement en périphérie des grandes agglos. Je rêverais que ce soit le cas. Voilà. J'aimerais bien que ce soit le cas et que ce soit durable, et que ça change un peu nos modèles et que ça équilibre un peu plus le territoire. Exactement. Donc j'aimerais que ce soit le cas. Aujourd'hui, on constate sur la consultation des annonces, d'annonces en terrasse, avec jardin. Donc on constate, en revanche, il va falloir attendre un tout petit peu pour savoir si oui ou non ça a un impact. Et on le verra si ça a un impact réel ou pas à la marge, parce qu'on peut tous raconter, Abri Contre-Robert, Olivier Marchal, un agent immobilier Guy Hockey, il a vu 4 Parisiens, il n'en avait pas vu pendant 20 ans, en une semaine. Donc alarme. Est-ce que c'est un marché? Non, mais c'est exactement ça. Déjà, ils n'ont pas encore acheté. C'est exactement ça. Ils n'ont pas encore acheté, ils sont pas encore passés à la vente. On est d'accord. Et prendre un peu d'herbe. Et donc, voilà. Donc, c'est pas le. Aujourd'hui, ça se constate pas comme ça. Donc, à suivre, on va savoir si c'est acté. Et on le constatera si au national, si on a par exemple un effet moyen du prix mètre carré de l'appartement qui baisse pour la maison qui monte. Oui, c'est ça. Ça, pour l'instant, on est loin du ballon. C'est donc, il faut attendre un peu. Vous constatez pas non plus, le télétravail, ça a créé une porosité, comme on dit, entre le lieu où on vit et le lieu où on bosse. La pièce de plus, appelée à être le bureau, qui a disparu partout. Oui. On n'a plus de bureau. Enfin, bon, seuls quelques privilégiés. Autrement, on compte les chambres, les espaces nécessaires. On n'a plus de bureau. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se sent? Les gens disent, allez, moi, je change d'appartement parce que de toute façon je le devais, je veux un bureau. Alors pour le télétravail, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui les organisations, c'est un peu... On sait qu'on a tous appris à travailler en télétravail en moins de 15 jours, et on s'y est tous mis. Tout à fait. Et ça a été même... Il y a une grande difficulté sur ça. Moi j'étais obligé de dire au comité de direction qui se réunissait une fois par jour d'arrêter de faire des mails avant 8h et après 20h. Tellement... c'est un sujet. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pause, de barrière entre la vie perso et la vie professionnelle. Absolument. Il a fallu donner des règles pour ça et réapprendre à travailler, parce que sinon ça devenait... On a beaucoup plus produit en télétravail. Est-ce que ça va être le cas dans la durée? Oui. Encore une fois, à raison gardée. Par contre, on met des marqueurs sur ça, puisque ça change nos organisations considérablement. Donc évidemment, nous allons le regarder, nous allons appuyer dessus et accompagner. Stéphane, dernier sujet, après je vais aller vers Jean-Marc pour le même sujet, donc je vais voir si vous êtes d'accord. Évolution des prix. Alors, on a entendu votre vision de l'évolution des volumes. Bon, déjà plusieurs regards différents, plusieurs scénarios en quelque sorte, et puis la grande inconnue, s'il y a une rechute de pandémie, mettons ça de côté. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les prix? C'est tout frais, déconfinement, voilà, il a 15 jours. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur les prix à l'avenir, sur les grandes catégories de marché, alors les zones très tendues, comme on dit, les métropoles, les villes moyennes, les espaces ruraux? Vous avez déjà un peu commencé à répondre. Il y en a qui disent, ah mais les maisons, bon, leur prix était, voilà, personne n'en voulait. Là, au contraire, on risque de voir une augmentation. Qu'est-ce qu'on peut constater sur les prix, là, devant nous, dans les mois qui viennent? Alors, moi, je ne vois pas de baisse. Donc, on l'avait annoncé dès le démarrage, il y a quand même des gens qui ont annoncé des baisses de 10-15%, voire de 30% même, je crois. On entendait hier, meilleurs agents qui observent le marché régulièrement, qui dit, dans les métropoles, il y avait des hausses, encore au début mars, il n'y en a plus. Il y a une accalmie, on va dire. Que ce soit stagné, puisqu'aujourd'hui tout le monde attend ce qui va se passer dans l'incertitude dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, je ne vois pas de baisse déjà, première chose, et pourquoi pas une hausse. La hausse et le prix, il est fait par deux choses. L'offre, si elle est suffisamment dense et la demande est basse, les prix baissent. D'accord ? Si aujourd'hui l'offre, et on l'a dit, elle est tendue, et plus encore par le neuf, et aujourd'hui les 100 000 transactions, ou en tout cas logements qui vont être en moins, donc l'offre aujourd'hui, elle se paupérise. Je suis un peu d'accord avec ce que dit Jean-Marc, même si nous, au titre du réseau, on ne le constate pas. En revanche, au titre national, il peut y avoir une baisse d'offre. La baisse d'offre et la demande toujours aujourd'hui soutenue par les taux de crédit bas, d'accord ? Je ne vois pas de baisse de prix. Enfin, je veux dire, il faut être...
On a D'accord. conseillé à nos vendeurs aujourd'hui de ne pas baisser les prix, de laisser les prix tels qu'ils étaient au démarrage ou à l'entrée dans le Covid, et on va attendre, voir comment ça bouge C'est clair. demain. Voilà. Alors, Jean-Marc, juste une chose, je relis ce que vous disiez tout à l'heure à la même question. Effectivement, rapport entre l'offre et la demande, il peut y avoir plus de tensions et donc des prix qui ne bougeraient pas, voire augmenteraient sur certains marchés. Mais par ailleurs, on parlait d'une fragilisation générale, on va dire, des ménages et de leur pouvoir d'achat logement. Est-ce que quand même, ça ne va pas peser? C'est-à-dire que quand on fixe le prix d'un bien, le logement n'est pas un bien comme un autre, mais si je fixe le prix de la voiture que je fabrique ou du réfrigérateur, ben, je vais voir ce que peuvent payer ceux qui sont censés se l'offrir. Et je vais ajuster les prix. On voit des commerces qui ont plutôt baissé des prix dans les vitrines là, depuis 15 jours qu'autre chose. Est-ce qu'il n'y aura pas un impact sur les prix néanmoins? Je ne parle pas d'effondrement. En tout cas, rien ne me permet de dire ça dans vos propos. En 2008, on a eu une contraction du PIB de 2,9% sur 2 ans, une baisse des volumes de 25% et une baisse des prix comprise entre 7 et 8%. On voit qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre une baisse d'activité et une baisse des prix, tout simplement parce qu'un vendeur n'est pas obligé de vendre. Il a toujours la solution défensive de se mettre en location. Ce qui fait d'ailleurs que l'effet de stock, on n'en a jamais eu beaucoup des effets de stock pendant les crises immobilières, sauf le crack de 90 à Paris. Mais c'était très particulier. Donc on n'a pas d'effet de stock. Donc l'effet sur les prix peut être finalement indépendant de la baisse des volumes. Néanmoins, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est l'effet revenu et l'effet taux qui a permis de compenser l'effet prix sur ces dernières années. Sur les 5 dernières années en particulier, tout à fait. Taux 0,30, 0,50, on le souligne tous, ce n'est pas a priori un facteur de désolvabilisation. Je suis quand même plus mesuré sur l'effet revenu quand même. Je suis plus mesuré sur l'effet Et sur l'effet revenu. critère de sélection. Et donc sur l'effet critère. Moi, je confirme qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crack des prix. On est entièrement d'accord là-dessus. Néanmoins, n'oublions jamais qu'au fond, quand on parle prix, sur ces 10 dernières années, dans les 26 000 communes rurales de France, les prix ont baissé. Et qu'en réalité, on avait sur les 40 premières villes de France, on avait des prix qui avaient légèrement augmenté, et la hausse se concentrait en réalité sur les 10 plus grandes villes de France et Paris. Donc tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. Ce qui fait d'ailleurs que l'effet revenu et l'effet taux s'exprimaient très facilement, toutes zones confondues, et qu'on avait une activité toutes zones confondues. À ce stade, c'est ce que je peux dire, en soulignant quand même que ça reste quand même, à mon avis, solide, l'immobilier. C'est un placement tangible, affectif, de rendement, transmissible. Donc on est quand même sur quelque chose qui peut s'exprimer en termes de capital différemment du reste de l'économie, sans être déconnecté malgré tout, quand même, d'une hausse du chômage, d'un effet qui pourrait être quand même redoutable. Donc, sans être déconnecté, ça veut dire que vous n'excluez pas ce qu'on appelle une correction sur les prix. Voilà, c'est-à-dire un ajustement pour se rapprocher de ce que peuvent faire les ménages. D'accord. Alors, question naturelle ensuite. Vous n'excluez pas, personne ici, une baisse des volumes parce que ménages fragilisés, avec de moindres revenus, peut-être il y a un petit peu moins le moral parce que l'économie générale sera pas bonne, mouvements sociaux, des élus les redoutent sous l'effet de la dégradation économique. Est-ce qu'un plan de relance sectorielle, il y a un plan de relance de l'économie générale dans notre pays, ça c'est clair comme dans les autres qui nous entourent, un plan sectoriel immobilier ne serait pas nécessaire pour anticiper, pour éviter finalement une baisse trop forte des volumes et pour conduire les ménages à dire « Ah ben oui, bon, moi j'ai un peu moins les moyens, mais là il y a une aide qui crée un amortisseur, qui me rattrape un petit peu, qui me donne envie aujourd'hui, et donc j'y vais, j'achète mon nouveau logement, que je sois primo-accédant, investisseur. » Est-ce qu'il n'y a pas une utilité de ces mesures-là? Là aussi, je parlais de plusieurs voies. C'est vrai que d'abord, je trouve qu'il y a un grand silence. Beaucoup ne demandent pas ce plan-là. Ça les honore peut-être. D'autres disent ce ne serait pas inutile. Qu'est-ce qui peut être souhaité? Donc ça, c'est le travail d'un syndicat immobilier, plus que d'un patron de réseau qui peut influencer, mais c'est vraiment le boulot d'un syndicat. Alors, d'abord, je crois qu'il est important de dire que la politique du logement en France, c'est 4 piliers. C'est le logement social, c'est le parc privé locatif, c'est l'accession et c'est l'aide à la personne. Sur l'accession, dans l'ancien comme dans le neuf, je pense qu'on peut avoir des mesures de soutien au pouvoir d'achat en faisant attention à une chose. Il ne faut pas fabriquer des propriétaires pauvres.
Il vaut mieux des locataires qui soient bien dans leur logement que des propriétaires. Mais donc, il faut des investisseurs. Mais donc, il faut des investisseurs. Donc, le prêt à taux zéro peut retrouver, à mon sens, une utilité, ne serait-ce que parce qu'il est considéré comme un apport personnel par les banquiers. Et par les temps qui courent, l'apport personnel est peut-être la variable d'ajustement sur la méfiance à l'égard de la valeur. Donc, ça peut être très utile. Ensuite, je crois qu'il faut véritablement avoir un soutien à l'investissement locatif fort. Moi, je milite pour un Denormandie qui soit étendu dans toutes les villes de France avec un assouplissement des critères de location. Ça soutiendra la rénovation, ça soutiendra le bâtiment, ça ramènera des copropriétaires solvables dans des petites villes qui en ont besoin. On rappellera qu'aujourd'hui, parce que vous parlez de toutes les villes, aujourd'hui, il y a une liste limitative, me 242 semble-t-il, hein. villes. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc là, à mon sens, il y a une utilité. Je pense qu'il faut maintenir le Pinel indiscutablement, ne serait-ce que parce que indirectement, ça finance le logement social, parce que ça permet de vendre quand même en libre. Et puis, je crois qu'il y a aussi un enjeu sur la rénovation énergétique. Je pense qu'il faut, pour les bailleurs, doubler le plafond de report du déficit sur le revenu imposable dès lors qu'il est dû majoritairement à des travaux de rénovation énergétique. Et je pense qu'il faut un vrai plan de soutien à la rénovation énergétique pour les Français par des mesures de crédit d'impôt et une simplification du CITE. Je crois qu'il ne faut pas nous déconnecter de la chaîne industrielle du logement. Tout ça se tient, pour moi. Tout ça se tient. Et donc, on est bien sur une nécessité, à mon sens, de soutien fort du secteur du logement, en n'oubliant jamais, je suis contre le zonage, en n'oubliant jamais que c'est un facteur aussi d'équilibre des territoires. Bien sûr. Tu en parlais, de l'équilibre des territoires. Et donc, je ne suis absolument pas partisan qu'on concentre les avantages fiscaux sur 10 villes en France, parce que ça concentre finalement aussi la promotion, ça concentre beaucoup de choses, et on accentue le déséquilibre territorial. Faisons attention au phénomène gilet jaune et ramenons aussi un équilibre dans le développement. Alors sur cette question de zonage qui peut concerner tous les dispositifs, qui Absolument. aujourd'hui les concernent. D'ailleurs, le prêt à taux zéro, il y a un zonage. Le dispositif Pinel, il y a un zonage. Le Denormandie, de fait, il y a un zonage. On a voulu aussi, on en a parlé avant la crise et depuis longtemps, donner le pouvoir, la main aux maires, qui pourraient dire, en le démontrant, moi, dans ma commune, j'ai besoin de tel dispositif parce que j'ai une demande locative, une demande à l'accession, etc. C'est votre regard, dire il faut mettre plus de souplesse et pas avoir des grands zonages administratifs décidés de Paris? Il faut avoir une logique de bassin, oui. Est-ce qu'il doit être au niveau du maire? Moi, je suis très circonspect aujourd'hui sur sur les maires. Pourquoi? Parce que ils sont Il y a des écartelés. égoïsmes. Voilà, ils Oui. sont écartelés. Je pense qu'on pourrait avoir Terra Nova. Sur ce plan-là, avait une proposition qui était plutôt intéressante de regrouper dans des établissements publics coopération intercommunale. La politique de l'urbanisme. C'est ça. Mais incontestablement, il faut desserrer ce carcan et il faut pouvoir ouvrir l'expansion de l'urbanisme, à mon sens, d'une façon beaucoup plus libre dans tout le territoire. On a 100 000 logements par an de plus qui sont vacants, qui sont en déshérence. 100 000, c'est-à-dire que même si on en produit 400 000, on en perd déjà 100 000. Et dans l'équilibre des territoires, c'est anormal. Je précise quand même que les agents immobiliers que nous sommes, il n'y a pas beaucoup de professions qui sont aussi présentes sur tout le territoire, à part Bien les sûr. pharmaciens et les bureaux de tabac. Et donc on a une lecture territoriale... Plus que les notaires. Plus que les notaires. Et on a une lecture territoriale... C'est 30 000 agences, on peut Ouais, dire le 27 chiffre, c'est ça 400. 27 400 Voilà. et une dizaine de milliers d'études notariales. Je ne compare pas, mais vous êtes dans la même chaîne. Oui. Non, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les notaires. Ils n'ont pas fait leur boulot pendant la période de confinement, c'est tout. Mais voilà. Et ça leur a pas plu que je leur dise. Mais c'est pas grave. On vous a c'est- entendu, voilà. Monsieur le Président. on vous a entendu. J'étais légitime pour le dire. Et donc on a au fond, on est quand même sur tous les territoires. Et de ce point de vue-là, on a un regard qui est assez exceptionnel. Alors, une question, puisqu'on parle d'influence publique, j'évoquais le plan de relance, je demanderai d'ailleurs tout à l'heure à Philippe aussi son regard de facilitateur dans la distribution du crédit. Il y a un grand sujet qui est la simplification du paysage syndical. Bon, alors il y a trois grands syndicats, on va dire, de l'administration de biens et de la transaction, c'est le SNPI, c'est la FNAIM et c'est l'UNIS. Il y a un processus à l'œuvre depuis longtemps, depuis plusieurs mois, entre l'UNIS et la FNAIM. Est-ce que cette consolidation, elle a une actualité particulière au moment où il faut serrer les rangs, aider les professionnels, alerter les pouvoirs publics, comme vous venez de le faire? Est-ce que c'est pas mieux de le faire d'une seule voix ou, allez,
Il y a peut-être 3 voies aujourd'hui. S'il y en avait 2, ce serait plus simple. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une accélération de l'histoire là-dessus? Est-ce que c'est votre souhait? C'est une question que se posent les professionnels et qui peut profiter aussi tout simplement au public. Moi, je crois à l'autorégulation de notre profession. On a obtenu la protection du titre d'agent immobilier d'administrateur de biens et de syndic, c'est le combat de la FNEM. On a un Loi Elan. On a un CNTJ, on va avoir une commission de contrôle. L'autorégulation, à mon sens, elle passe par le syndicalisme, parce que je pense qu'on peut attendre beaucoup de l'État, mais je pense que de nous-mêmes, nous sommes capables de faire des choses bien. Et de ce point de vue-là, l'union de 2 syndicats tels que l'UNIS et la FNAM prend tout son sens vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des associations de consommateurs et bien évidemment vis-à-vis des professionnels. Et on a, je dirais, un ADN commun entre l'UNIS et la FNAM. Donc c'est tout à fait d'actualité, puisque nous sommes même en échange aujourd'hui de projets sur les différents scénarios que pourrait prendre ce rapprochement, voire même plus tard cette fusion. Donc c'est d'actualité. La seule chose, c'est qu'au sein de l'UNIS, Christophe Tanet finit son mandat. Oui. Il va y avoir une nouvelle direction. On se laisse le temps d'avoir cette nouvelle direction pour accélérer sur ce que je souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup. Philippe, ce sera pour ainsi dire le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui? Est-ce qu'il faut attirer l'attention des pouvoirs publics? On parle d'influence publique, de lobbying, comme on dit, avec le regard de CAFPI voilà, et du client financement. Du client qui achète et qui peut-être aujourd'hui a besoin d'être aidé par un financement. Ouais. Alors, juste, je vais aller très vite, mais cette année, on va avoir perdu des transactions, 150, 200, 300, on verra bien. On verra bien. Là, on est dans un retour, le bouchon se débloque, les affaires reprennent un peu partout. On va passer l'été, je pense que les gens vont un peu regarder ce qui se passe, est-ce que les prix baissent, est-ce qu'ils augmentent, les projets urgents vont se réaliser, les autres vont attendre. En septembre, on va avoir une petite reprise. C'est mon pronostic, hein. Moi, je suis un peu Irma, si vous voulez, dans le métier, donc je me permets de le dire. On l'a vu. C'est une vision. Et dans tous les cas, moi, ce qui me pose comme question, je me trompe peut-être sur ce sujet-là, mais il y a un sujet sur lequel je ne me trompe pas, c'est 2021, il faut absolument qu'on mette un boost. Il faut booster 2021. Il faut que la reprise économique à l'échelon national soit là. Alors le gouvernement s'en inquiète, bien évidemment. En ce qui nous concerne, l'immobilier, alors comme tu le sais, je suis ancien président de l'association professionnelle des intermédiaires de crédit et toujours président d'honneur. Et j'ai invité d'ailleurs Jean-Marc Torellion ainsi que tous les syndicats, les associations représentatives de la chaîne du logement. On passe par les notaires, on passe par la construction, la promotion immobilière, à faire une table ronde, d'essayer d'écrire ensemble un livre blanc sur qu'est-ce que serait cette relance immobilière, économique immobilière, quel soutien on a besoin, comment on voit les choses, et qu'unitairement, ensemble, on puisse proposer quelque chose. En ce qui me concerne, alors moi, je ne prendrai pas la parole pour les autres, hein, là, on est juste là, bien sûr. Après, il prendra le lead qui veut, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ensemble, on ait une proposition concertée pour arriver à des résultats, à des chiffres. En ce qui concerne le crédit, Jean-Marc l'a dit, mais je le répète, le prêt à taux zéro, pourquoi? Parce qu'il y a 2 catégories qui vont souffrir, les primo-accédants, avec la restriction des crédits, et les investisseurs qui vont se poser beaucoup de questions sur la pertinence d'un investissement. Donc c'est PTZ et Pinel. PTZ et Pinel, c'est pas compliqué. Et ça veut dire leur redonner toute la puissance, parce qu'ils ont été retouchés, charcutés. Voilà. Après, on peut le faire pour un an. Le gouvernement pourra très bien dire, de Normandie, je crois qu'il est d'ailleurs très à l'écoute, mettons-le en place pour un an, pour la relance économique, et on se repose la question. D'accord. C'est-à-dire jusqu'à 2021, oui, absolument. Oui, on se repose la question. Et un troisième qui n'a pas été cité ici, pour moi, c'est l'appel à l'accession. Parce que depuis l'origine, le retrait de l'appel à l'accession est une bêtise économique, sociale, intellectuelle même, qu'on a demandé des explications. Il n'y a aucune justification à cela. Et là, on est vraiment sur cette catégorie qui a ce besoin d'aide financière sur le remboursement du crédit pour sortir du parc social, etc., etc., etc. Toute la chaîne du logement s'en trouve débloquée, en tout cas une partie de la chaîne. On aide, on participe à la construction nécessaire. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier tous les 4 parce que je vous avais donné un cahier des charges clair qui était de dire avec toute l'authenticité que vous avez, votre façon de voir le marché, les mois qui viennent, mais aussi peut-être de dire ce qui serait souhaitable en matière de décision publique, d'outils commerciaux, de nouvelles pratiques professionnelles, commerciales. Pour moi, je trouve que vous avez respecté scrupuleusement ce cahier des charges avec beaucoup d'authenticité, de compétences évidemment, vous n'aurez pas choisi autrement. Donc je remercie Jean-Marc Torellion, le président de la Fédération nationale de l'immobilier. Je remercie Philippe Taboret, patron de CAFPI, bien connu. Jeanne Massa, à la tête d'Habitéo, qu'elle a fondé, elle nous a rappelé le métier. Et puis Stéphane Fries, à la tête de Guy Hockey, l'un des principaux réseaux de transactions
et d'agences immobilières en France. Voilà. Grand merci à vous tous. On l'a entendu, il faudra faire un point dans quelques mois parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, des choses peuvent évoluer. Et moi, je pense qu'il faudra qu'on vous réinvite. Voilà. Merci encore. Merci.